Décolonisation, le Vietnam. Épisode 15, 1949-1950, année charnière. Bonjour. Nous l'avons vu lors du précédent épisode, 1949 marque la naissance de l'État associé du Vietnam. C'est une alternative souhaitée à la RDVN, la République démocratique du Vietnam, mais en réalité, c'est une continuation du protectorat français. 1949 est aussi capital, avec un grand K, à cause des événements majeurs en Chine qui vont porter Mao et les communistes au pouvoir. La conséquence, c'est que notre guerre coloniale va se transformer en un conflit Est-Ouest. En effet, alors que les États-Unis et la Chine vont s'affronter frontalement en Corée à partir de 1950, elles vont s'impliquer indirectement au Vietnam. 1949 et 1950 marquent donc une montée des ingérences étrangères au Vietnam. Aujourd'hui, nous allons aborder cette internationalisation progressive en faisant un tour d'horizon des acteurs du conflit, c'est-à-dire la France, l'État associé du Vietnam et les États-Unis d'un côté, la RDVN, la Chine et l'URSS de l'autre. C'est parti. Commençons donc en Chine. Que s'y passe-t-il? Eh bien, il se passe que de 1948 à 1949, les communistes enregistrent victoire sur victoire. En 1948, c'est la prise de la Mandchourie. Ensuite, entre novembre 48 et janvier 49, les communistes prennent le contrôle de Pékin et de Tianjin. Courant 1949, toutes les grandes villes tombent dans leurs mains. Et le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame officiellement la République populaire de Chine. La Chine et ses 600 millions d'habitants basculent dans le camp communiste et la frontière nord du Vietnam est maintenant adossée au bloc soviétique. Alors, quand la Chine reconnaît officiellement le gouvernement de Ho Chi Minh le 18 janvier 1950, suivi par l'URSS le 30 janvier, l'heure est grave pour la France et les États-Unis. Jusque-là, les décrets d'application des accords de l'Élysée tardaient à être promulgués. Mais la nouvelle chinoise réveille tout le monde. Le 7 février 1950, le secrétaire d'État américain Dean Acheson annonce la reconnaissance officielle des États associés d'Indochine. Enfin, les Français touchent au but et janvier 1950 marque ce que Christopher Gauchat appelle l'apogée de l'internationalisation du quadripartisme de pignon. Les Américains ont signé, ils consentent à ce que les Français gardent les rênes du pouvoir au détriment de Bảo Đại. Et il faut rappeler ici quelque chose qui n'est pas évident, c'est qu'en 1950, les Américains ne sont pas dupes des intentions françaises, mais font le choix mûrement réfléchi de soutenir la poursuite de l'Indochine française. Pourquoi? Eh bien, par peur du communisme, on l'a dit auparavant. Mais le basculement de la Chine n'est pas un événement isolé pour les États-Unis. Quelques exemples. Août 1949, les Soviétiques procèdent à l'essai de leur première bombe atomique et les Américains perdent le monopole nucléaire, En 1949, et deuxième exemple, en plus de la Chine et du Vietnam,
il y a des insurrections communistes en Malaisie, en Birmanie et aux Philippines. Et je ne parle même pas du face-à-face tendu entre communistes et anticommunistes dans la péninsule coréenne. Il y a donc comme un momentum, comme on dirait maintenant, une dynamique victorieuse des communistes que les Américains tiennent à enrayer à tout prix. Pour ce faire, ils se rangent à l'idée qu'accorder une indépendance totale aux Vietnamiens déstabiliserait la France, alliée ô combien important sur le front européen. Dans ce cas de figure, on craint un effet domino. La France donne l'indépendance au Vietnam, par conséquent est obligée de faire de même dans le reste de l'Empire. La perte de l'Empire ne passe pas aux yeux de l'opinion publique française et le gouvernement chute. Or, qui dit chute du gouvernement français, dit remise en cause potentielle des politiques de défense européennes, y compris la toute jeune OTAN. Donc, ne surtout pas prendre de risques avec la France. Et ce qui intéresse les stratèges américains en Indochine, c'est la présence dissuasive de l'armée française. Par conséquent, et malgré leurs réserves sur la solution Bảo Đại, les Américains se lancent en croisant les doigts et en priant que le soutien aux Viet Minh s'étiolerait dès que la France jugerait opportun de donner plus d'autonomie à Bảo Đại. Avec le soutien américain à la France, c'en est donc fini du vieux rêve américain de Ho Chi Minh, qui a commencé, on s'en souvient, quand il a essayé d'obtenir une audience avec Wilson à la conférence de Versailles en 1919. Au lieu des Américains, ce sera le grand frère chinois. Pour Mao, le combat des Vietnamiens est non seulement une opportunité d'exporter le modèle révolutionnaire chinois, mais répond aussi à des impératifs de sécurisation de sa frontière sud. Or, le gouvernement Ho Chi Minh est un régime ami. Ho Chi Minh lui-même a des amis personnels parmi les dirigeants communistes, comme Chou En-lai, rencontré à Paris dans les années 20, ou encore Liu Chao-chi, futur président de la République populaire de Chine. Ho Chi Minh a aussi longuement séjourné à Canton avant la guerre. Il parle couramment chinois et a traduit Mao en français. Bref, c'est un vrai camarade. Quant à Staline, il est obligé de se montrer solidaire des camarades chinois. Il exige tout de même que ce soit la responsabilité des Chinois de fournir l'aide aux Viet Minh. En janvier 1950, Ho Chi Minh fait donc le voyage de Moscou. Après 17 jours de marche, une escale à Pékin et une semaine en train, il arrive à Moscou. Et il en repart avec la reconnaissance soviétique dans l'escarcelle. Mais c'est un cadeau entouré d'épines. Et oui, la RDVN est maintenant reconnue à l'extérieur, mais avec cette reconnaissance diplomatique, c'en est fini du prétendu front uni qu'est le Viet Minh. Plus grave encore, la reconnaissance soviétique augmente drastiquement le risque d'une intervention américaine du côté des Français et de Bảo Đại. Au début de 1950, l'état-major Viet Minh s'attend donc à affronter à l'avenir au mieux des Français boostés par l'aide américaine, ou même pire, des soldats américains au Vietnam. Cela dit, comme on l'a vu, la RDVN a aussi le grand frère chinois à ses côtés. L'aide chinoise se matérialise avec la création d'un corps de conseillers militaires et d'une école de formation militaire dédiée aux Vietnamiens. Les livraisons en matériel et en armes
commence très vite aussi. Et le début de la guerre de Corée en juin 1950 cimente un peu plus les liens vietnamo-chinois. En août 1950 en tout cas, tout le dispositif de coopération militaire est en place. Passons maintenant du côté français. Que se passe-t-il? En fait, les succès chinois de 1949 distraient un peu le commandement des progrès intrinsèques de l'armée de Giap. Attention, l'équilibre de la guerre n'est pas bouleversé. Mais les forces Viet Minh s'infiltrent de plus en plus dans le delta du fleuve Rouge, contrôlé par la France, et le nombre de villages sous administration Bảo Đại ne cesse de diminuer, même dans le delta. D'autre part, l'artère vitale Hanoï-Haiphong est toujours l'objet d'attaques incessantes. Dans le sud, idem. La France n'arrive pas à déloger les guerrieros de Nguyen Binh de leur réduit de la plaine des Joncs et de la péninsule de Camao. Au contraire, le Viet Minh en sort souvent pour lancer des attaques sophistiquées impliquant des centaines de combattants. Le Viet Minh est même capable de frapper au cœur du dispositif français, comme le montre l'assassinat du chef de la sûreté française en plein Saigon en avril 1950. La menace chinoise masque aussi la stratégie de Giap qui évolue de plus en plus vers la guerre en mouvement. En novembre 1949, Giap lance l'opération Le Loi, du nom du souverain prestigieux du XVe siècle, vainqueur des Chinois. Cette opération militaire assure la jonction par les forces régulières de la RDVN entre le Viet Bac au nord et la zone Viet Minh du centre du Vietnam via la maîtrise d'une zone montagneuse à l'ouest du delta du fleuve Rouge, qui part de Lao Cai au nord et passe par Yen Bai et Hoa Binh. Pourquoi cette distraction du commandement français? Une raison est peut-être qu'il y a des divergences stratégiques au sommet. D'abord, entre le commandant en chef, le général Blaizot, et le haut-commissaire Pignon. Blaizot veut frapper encore au Viet Bac, c'est-à-dire à la tête, en gros retenter l'opération Léa. Mais le haut-commissaire Pignon préfère lui se concentrer sur la pacification au sud et au centre du Vietnam, histoire de donner plus d'assises territoriales à l'administration Bảo Đại. En fin de compte, en fin 1949, le général Blaizot cède la place au général Carpentier. Mais sur le terrain, pas de changement. L'essentiel du boulot du corps expéditionnaire est d'essayer de maintenir un minimum de routes et d'axes fluviaux ouverts, ne serait-ce que de jour. Pour cela, on a construit des postes militaires le long des routes principales en Cochinchine, et au nord, des milliers de troupes sont mobilisées pour sécuriser les routes coloniales 3 et routes coloniales 4. Pourtant, les embuscades se poursuivent de plus en plus meurtrières. Et c'est justement à cause de cet enlisement militaire et des divergences stratégiques au sommet de l'administration que Paris envoie le chef d'état-major de l'armée de terre en mission d'enquête en mai 1949. Il s'agit du général Revers. Quelle idée quand même! Il faut croire qu'il n'y avait pas de général Victoire ou de général Victor de disponible. Mais bon, c'est le général Revers qui débarque pour effectuer une tournée d'inspection de 5 semaines au Vietnam. Dans son rapport, il conclut, tenez-vous bien,
à l'impossibilité d'une solution militaire favorable à la France à long terme. Il fait 3 recommandations majeures. 1. Pour éviter les querelles stratégiques, il recommande la concentration des pouvoirs civils et militaires dans les mains d'une seule personne. Deuxièmement, il recommande une paix des braves avec Ho Chi Minh, vu le manque de soutien populaire de Bảo Đại. Et troisièmement, vu le manque d'effectifs du corps expéditionnaire et la collaboration future inévitable entre la RDVN et la République populaire de Chine, Revers recommande l'évacuation des postes militaires sur la frontière chinoise. Vous vous rappelez peut-être des grenades découpillées dont j'avais parlé à l'épisode 12. Ces postes qu'on avait créés après l'opération Léa, eh bien Revers recommande de les évacuer pour concentrer les forces françaises dans le delta du fleuve Rouge. Ce qui est intéressant avec ces recommandations, c'est que Revers tire déjà en 1949 des conclusions sur le conflit qui sont quasiment identiques que celles qui conduiront à la fin de la guerre 6 ans plus tard. Les accords de Genève auraient peut-être pu être signés mi-1949. Mais bon, dans un contexte post-accord de l'Élysée, où Pignon vient de trouver sa solution, où Bảo Đại vient de rentrer, où les États-Unis ont donné leur accord de principe, on voit mal le gouvernement français tendre la main à Ho Chi Minh. Et dans l'immédiat, le rapport Revers, classé secret défense, fait moins parler de lui pour ses conclusions que parce qu'il tombe dans les mains du Viet Minh. C'est l'affaire des généraux où on découvre fuite, compromission au plus haut niveau de l'état-major et du ministère de la Défense française. Le ministre de la Défense, Ramadier, est limogé, et c'est un scandale qui ébranle la 4e République. Quant aux recommandations de Revers, elles restent lettres mortes. Pourtant, le général Carpentier, qui a succédé au général Blaiseau à la tête du corps expéditionnaire français, débarque et est confronté au problème même évoqué par le rapport Revers. Dès son arrivée, le 2 octobre 1949, le Viet Minh tend une embuscade géante sur la RC4, la route coloniale 4, qui entraîne des pertes énormes côté français. 28 tués, 44 disparus et 37 blessés. Mais pour Carpentier, la préoccupation majeure reste l'ombre grandissante de la Chine. Il décide donc de ne pas évacuer les postes de la frontière chinoise dans l'immédiat. Cela alors même que Giap augmente la pression sur le corps expéditionnaire français. Et la consolidation progressive des positions chinoises va raffermir la détermination de Giap à lancer une attaque majeure sur ces positions isolées le long de la frontière sur la RC4. Alors, autant vous dire que la semaine prochaine, ça s'annonce chaud bouillon. Non, trop familier. Disons qu'on va changer de braquet. Ça n'intéresse personne, le Tour de France. Eh bien, on va dire que le conflit va passer à la vitesse supérieure. C'est ça, la vitesse supérieure en 1950. On parlera bien sûr de la bataille des frontières, autrement dit, de la défaite française sur la RC4, du désastre de Cao Bang. On va se quitter avec ce dialogue prémonitoire entre un soldat français qui sert le long de la frontière chinoise et son commandant de compagnie. Après avoir appris la proclamation de la Chine populaire en 1949, le soldat dit à son capitaine, je cite, «
s'il y a 1 milliard de communistes en face de nous, il faut qu'on foute le camp. Fin de citation. Le capitaine répond, je cite, ferme ta gueule. Fin de citation. Merci encore pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des événements. D'ici là, portez-vous bien et salut hein!